t'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! « 3,24 dans les... » Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans l'épisode 1, vous avez pu écouter la première partie de l'interview de Pierrick Bourré à la poursuite du t-shirt noir au Norseman Extreme Triathlon. Je suis sûr que vous avez été captivés et que vous attendiez avec impatience cette seconde partie. Rassurez-vous, vous aurez la suite de cette incroyable aventure dans cet épisode. Nous ferons également une petite introduction à ce qui va être le fil rouge un peu de ce podcast jusqu'en juin prochain du moins, autour de la préparation de Geoffroy et moi-même pour l'Ironman de Nice, notre tout premier. On vous fera de temps à autre un petit point sur cette préparation. Mais avant cela, place à la suite et fin de l'interview de Pierrick Bourré à la poursuite du t-shirt noir au Norseman. Pour vous remettre un peu dans le contexte, il est 5h du matin, le soleil ne s'est pas encore totalement levé et l'obscurité domine le fjord. Pierrick vient de sauter du ferry, la corne de brume a retenti dans la nuit, signe qu'il doit s'élancer dans une eau à 12 degrés. Bonne écoute. 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Et du coup, la natation, ça se passe plutôt bien? Plutôt pas bien du tout. Ça se passe pas bien en fait parce qu'à partir de à peu près à la moitié, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive jamais, il faut que ça tombe sur cette épreuve. J'ai des crampes. J'ai des crampes aux deux quadris en fait. Ça m'immobilise complètement les jambes. Et je suis même obligé à certains moments de me mettre sur le dos pour attendre que ça passe parce que je peux absolument plus nager. Et je me dis après 3/4 d'heure d'épreuve, même moins que ça, que ma course va s'arrêter là. Et donc ça a été assez terrible. Et ça a duré, je ne sais pas en fait combien de temps ça a duré dans ma tête en tout cas parce que c'était physique mais c'était vraiment dans la tête où on se dit mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, qu'est-ce que j'ai manqué. Et puis j'ai pris sur moi assez rapidement en me disant mais tu peux pas, je veux dire tu as encore un peu le temps de te rattraper. L'épreuve elle est loin d'être finie. Donc j'ai pris peut-être 1 minute, ce qui est très long sur ce type d'épreuve, surtout quand on est un peu dans l'excitation du départ, pour récupérer, faire passer les crampes. Et j'ai repris ma course. J'ai pas fait la meilleure nat de ma vie. Il y a un moment, je voyais pas grand monde autour de moi. Je me disais, ils doivent être. J'ai réussi à les semer. Je fais la natation je sors un chrono de fou. C'était plutôt l'inverse en fait. Ils étaient tous devant. Mais c'est pas grave, parce que j'ai repris à ce moment-là, ça a été un moment clé très tôt finalement dans la course où je me suis repris et le mental il est revenu comme jamais et voilà, et j'ai pu sortir de l'eau en toute tranquillité, je dirais. Tu avais déjà des expériences de course peut-être de l'Iron où tu as eu des difficultés comme ça qui t'ont permis de te dire ok, je sais que c'est dur mais je peux repartir, ou alors tu penses aussi aux proches qui sont avec toi, qu'est-ce qui... Alors de savoir qu'en fait on a son équipe, c'est quelque chose le Norseman, c'est pas une course en solitaire en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et de savoir qu'on a, moi j'avais Sophie qui m'attendait dans la zone de transition pour m'aider. Là je commençais à m'inquiéter moi par contre, parce que je le voyais pas sortir. Ouais. Et alors pourquoi aussi on a besoin de quelqu'un dans la zone de transition, parce que l'eau est tellement froide qu'on peut plus enlever sa combinaison, on a les mains gelées, et de savoir ça change tout. Donc des moments durs dans des courses j'en ai eu, je pense avoir un mental plutôt costaud, mais c'est quand même une épreuve qui ressemble à rien d'autre. Et du coup, on est bien content de savoir qu'il y a du monde avec nous. Ouais, c'est un peu la spécificité justement du Nord, c'est que c'est pas juste des supporters qui sont avec toi, mais c'est vraiment ton équipe qui va t'aider. Et là, sur la transition, sans Sophie, pour le coup, ça devient compliqué. Enlever ta combi et mais autres. La transition, moi, ça a été un des pires moments, je pense.
parce que donc il a fallu l'aider à se déshabiller, à se rechanger. Il part avec son vélo et là je me rends compte que la puce est par terre. Alors c'est la puce GPS, c'est celle qui te permet d'être classé sur l'épreuve. Donc c'est ce qui faisait qu'il était plus du tout dans l'épreuve en fait. Donc il a fallu aller chercher les organisateurs, etc. pour leur expliquer qu'il était parti, qu'il n'avait pas de puce. Enfin moi ça a été un moment de panique parce que je me suis dit il a préparé le Norseman pendant 11 mois et c'est fini, ça s'arrête là. C'est foutu quoi. Et bon on a réussi j'ai failli faire un plaquage d'ailleurs parce que on l'attendait à un point stratégique, il passe en vélo, puis il me fait le pouce en l'air, genre tout va bien, je m'arrête pas. Il s'en était pas rendu alors compte. que moi je lui faisais des grands signes pour lui dire qu'on avait sa puce. Donc il a fallu le stopper dans son élan pour le coup, pour lui redonner sa puce. Mais là, grosse sueur froide pour l'équipe, parce que on s'est dit c'est pas possible, il peut pas arrêter dès maintenant quoi. Bon, je m'en étais rendu compte, j'étais pas du tout inquiet. Et en plus, j'avais retrouvé une forme olympique à la sortie de la natation. J'ai passé le premier col avec une super pêche. J'ai repris 25 personnes dans le col. Et du coup, j'étais en pleine euphorie, donc pas inquiet pour un sou pour la puce. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé par la suite. Là, pareil, sur les ravitaillements, c'est quelque chose de spécifique. C'est toi qui dois amener ta propre nourriture et ton eau. Alors en fait, un des rôles, au-delà du rôle de soutien psychologique, parce qu'il y en a besoin sur la course, notre team, elle doit nous approvisionner, nous donner tous les ravitaillements. Là, c'est une stratégie de course à adopter, puisque bien évidemment, l'équipe, elle doit s'arrêter en voiture sur le bas-côté. Il y a des règles aussi très strictes pour respecter la circulation et le code de la route. Elle doit s'arrêter à certains points et il faut réussir à se coordonner en amont. Donc moi j'avais bien étudié le parcours, les points sur lesquels on pouvait se retrouver. Je vous cache pas qu'en fait entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est passé, il y a eu quelques différences. Surtout sur le marathon en fait, à la fin. Surtout sur le marathon. Tu fais des petits signes quand t'as soif, quand t'as faim, en fait, c'est ça ? on avait il nous avait briefé la veille, c'est-à-dire qu'on avait le parcours et il nous disait alors on se retrouve à tel point, à tel point, à tel point, à tel point. Là j'aurais besoin de telle barre, là j'aurais besoin de mes électrolyses, là j'aurais besoin... Enfin c'était vraiment... on a presque répété en fait. Du coup, sur la partie vélo, là, comment ça se passe finalement vous roulez en peloton, les routes sont fermées, c'est plutôt ouvert à la circulation. Explique-nous un petit peu. Alors en fait, la route n'est pas fermée, donc il faut vraiment faire attention. Ça ressemble un petit peu à une épreuve du Tour de France, mais de façon très confidentielle, parce qu'en fait, on n'est pas du tout en peloton. 250 participants, très étalés avec 250 participants finalement. Tu vois quelques compétiteurs, mais t'en vois pas tant que ça. C'est marrant après de voir les voitures avec les stickers, des dossards, un peu. Voilà, ça ressemble un petit peu aux voitures du Tour. Dans la descente d'un col, j'ai eu la surprise de voir quelques moutons traverser la route. Je pense que moi, je m'amusais à essayer de taper un record de vitesse à ce moment-là. Donc je devais être pas loin des 70 km/h quand il y a 3 moutons qui ont décidé de traverser. Je crois qu'ils ont eu plus peur que moi en fait. Je suis vraiment passé pas très loin. Et à part ça, finalement, le vélo s'est plutôt bien passé. Fin de l'épreuve de vélo, transition, on se dit que on n'a pas trop envie de partir pour un marathon. Moi, le vélo, c'est pas trop mon fort, mais je m'étais quand même bien préparé. J'avais perdu un peu de poids, l'école passait bien. Je m'étais bien préparé sur le vélo, donc c'était un moment assez sympa, même très sympa. J'ai réussi à profiter du paysage. J'ai une bonne moyenne, enfin tout va plutôt bien. Je prends vraiment mon temps sur la transition et j'ai ma sœur et Sophie qui sont là, qui me déshabillent et me rhabillent de la tête aux pieds parce que je voulais être vraiment confort pour la partie marathon. Et à la fin de la transition, pour la petite histoire en fait, il y a une organisatrice, enfin une des bénévoles qui met une pancarte avec le classement à ce moment-là. Et donc je rappelle que pour avoir le fameux t-shirt noir, il faut être au mieux 160e, enfin au pire 160e, et elle m'annonce que je suis 160e. Donc j'ai un marathon à faire et il faut pas que je perde la moindre place si je veux arriver en haut. On dit souvent justement qu'un triathlon ça se perd en natation ou ça se gagne en course à pied. Là c'est exactement ça quoi. T'es 160e, tout se joue là. Ouais, tout se joue là, et le marathon ça a été assez fou comme épreuve. C'était assez incroyable. Pourquoi ? Parce que
j'avais dit déjà à mon équipe d'être là tous les 5 km. Pour vous donner une idée, à la moitié, même pas, à partir de 5 km, en fait, ils étaient là tous les kilomètres, puis après tous les 500 mètres. Ils ont été incroyables, mais vraiment incroyables, parce qu'il a fallu une énergie folle pour subvenir à mes ravitaux. Ils couraient vers moi avec l'eau, avec les gels, avec le truc. J'avais rien à faire. Ouais, J'ai l'impression d'être un athlète pro. C'était fantastique. C'est la question que j'allais poser justement, Sophie. Comment ça se passait sur cette partie running finalement pour les ravitaillements? Parce qu'autant en vélo, on a compris, il y avait la voiture, vous pouvez vous déplacer, avancer un petit peu, vous arrêter pour donner les bidons, les gels, etc. Mais sur la partie running, le parcours doit être un petit peu plus accidenté, je suppose. Peut-être pas forcément ouvert à la circulation, je sais pas. Bah si, il est ouvert à la circulation et je sais que j'ai causé quelques frayeurs à Pierrick parce que du coup, je traversais sans réfléchir pour lui donner ses ravitaillements et les voitures arrivaient et tout. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais c'est surtout hormis parce que ce qui était difficile, c'est qu'à un moment, il n'arrivait plus à s'alimenter ni à s'hydrater. Moi, je savais que c'était important qu'il le fasse et il me disait non, j'y arrive pas, je vais vomir, je suis pas bien et tout ça. Et il fallait nous qu'on le force sans non plus que ce soit un combat. Donc ça, c'était à doser, c'était pas facile. Et puis Pierrick, c'est quand même quelqu'un qui était très organisé, qui connaît son corps et ce dont il a besoin pour tenir. Et là, il perdait un peu le fil, c'est-à-dire que la fatigue et tout commençait vraiment à prendre le dessus. Et au-delà de ça, nous, on suivait le classement dans la voiture, on était connectés et tout ça, donc on voyait les places qu'il perdait. Et on ne savait pas, avec Mathieu et Yuna, la sœur de Pierrick, on ne savait pas s'il fallait qu'on lui dise pour qu'il sache la vérité et qu'il se reprenne en main, entre guillemets, parce qu'il était déjà à fond, ou pas. Et donc, il y a eu gros débat dans la voiture par rapport à ça, parce que c'était soit... est-ce que ça va lui mettre un coup au moral, au contraire, est-ce que ça va lui permettre de se reprendre, ou ça coupe, quoi. Voilà. Pas trop, Et au final, on a choisi d'être honnête, je crois. Hein, on t'a dit, pas au début. Puis finalement, il y a un moment où ça devenait vraiment critique, mais c'est le moment où j'ai un peu, du coup, pris les choses en main, si on peut dire ça comme ça. Il y a mon ego de compétiteur là qui va reprendre le dessus, parce que la première partie on est où, juste en termes de physionomie de course, t'es à 20-30 km. On arrive à Zombie Hill. Là où en fait, je connais un moment très difficile au 20e kilomètre. Et en fait, jusqu'au 20e, donc j'étais 160e à la transition, et je double 18 personnes, 18 concurrents, sans perdre la moindre place en fait. Donc là, je suis plutôt dans l'euphorie à ce moment-là. Et il y a un moment très difficile que j'avais anticipé, je me suis dit ça peut arriver, donc fais attention. Au 20e, un lacet défait, je me baisse pour le refaire, je me relève, et là, la nausée, le groggy, et d'un coup pas bien, quoi, vraiment pas bien. Et là, j'ai commencé à une période un petit peu douloureuse. Et il faut savoir que donc à partir du 25e kilomètre, hein, c'est ce que je disais, ça commence à grimper très très fort. Il y a une partie qui dure 7 km qui s'appelle Zombie Hill. La colline des zombies, et c'est pas qu'une colline, hein, ça monte à 10% pendant cette borne. C'est les virages de montagne que vous connaissez, le col classique. Mais après, j'étais rendu à une bonne dizaine d'heures de course, je crois, donc je commençais à être un peu entamé. On était très loin de la fraîcheur du fjord, il faisait 26 degrés à ce moment-là. Et effectivement, je pouvais plus, j'arrivais plus à m'alimenter. Et à t'hydrater aussi. À m'hydrater, c'était très difficile. Et là, Sophie, elle a été incroyable parce qu'elle m'a forcé. En gros, sinon je m'arrêtais. T'arrives toujours à courir, hein, ou... J'alterne. Ouais. J'alterne course et marche. Et je sais qu'en fait, je dois arriver en bas de Zombie Hill parce que je sais que je vais m'autoriser à marcher et que je me dis que ça va aller. Et là, je me trompe en fait, assez lourdement, parce que en fait, ça va pas mieux. Et sur Zombie Hill, on a le droit d'être accompagné par quelqu'un qui peut marcher à côté ou en vélo, enfin bref. Courir, hein, parce que les premiers ils courent. Les premiers courent, merci de me le rappeler. Les Norvégiens. Voilà. Et puis, je me dis que c'était pas prévu dans notre plan, mais je demande à quelqu'un de mon équipe de courir avec moi parce que j'en ai besoin, et c'est ma sœur qui va se dévouer, qui a très envie de m'encourager, de m'accompagner pendant ces 7 km de Zombie Hill. Et là commence une période de la course certainement la plus difficile de toute ma vie, où j'ai
J'étais pas très lucide, à vrai dire. Je l'ai un petit peu caché d'ailleurs. J'ai failli me prendre un camping-car à un moment en marchant parce que je commençais à zigzaguer, ce qui m'a permis de me reprendre un peu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre des places. Et quand vous vous faites doubler alors que vous êtes en train de marcher et que vous pouvez pas réagir, psychologiquement, ça fout un coup. Et je pense que c'est à ce moment-là que mon équipe s'est un petit peu demandé s'il fallait me dire où j'en étais. Et je me souviens de mon pote qui me disait là, ça serait bien si tu accélérais un tout petit peu. Je sais que c'est pas facile, mais bon, il y en a quand même 3 qui reviennent derrière toi. Et toi, concrètement, c'était quoi tes mots, Sophie, à ce moment-là de l'épreuve? Alors, juste, je tiens à préciser parce que au-delà de vouloir être finisher du Norseman, Pierrick, dès le départ, le postulat de départ, c'était « je veux le t-shirt noir ». Donc ça compliquait quand même la donne. Il y avait une petite pression en plus. Et donc, je pense que j'ai été gentille tout au début de Zombie Hill. Et quand on s'est dit, là, clairement, le t-shirt noir, il peut lui dire au revoir. Il a fallu changer de stratégie. Et donc, j'ai eu des mots un peu plus musclés, on va dire. Tu changes de registre comme coach, quoi. Tu passes du allez champion, on n'est pas venu pour rien, t'as intérêt à finir. C'était peu ou prou, c'était ça, mais vraiment parce que je savais qu'il voulait ce t-shirt et c'était compliqué parce que je ne l'avais jamais vu aussi mal physiquement et j'avais pas non plus envie qu'il lui arrive quelque chose et en même temps je me disais si il n'a pas son t-shirt, ça va être dur pour lui. Donc, j'ai pris le parti de le pousser encore plus, mais sans plus réfléchir vraiment, parce que si je réfléchissais trop, je pense que je l'aurais pas fait en fait. Parce que j'avais peur qu'il s'écroule. Enfin, c'était vraiment compliqué de doser. Elle me hurlait dessus. Hein. Qu'on soit clair, là, je vous entends, mais elle me hurlait dessus. Et en fait, c'est 2 kilomètres avant le cut line, le cut-off pour le black t-shirt, que Sophie est sortie de la voiture et est venue derrière moi. Ma sœur a pu se reposer parce que même si je marchais, je mettais un gros rythme et ma sœur qui était pas forcément sportive avait du mal à suivre et Sophie a décidé d'intervenir. À 2 km, ça paraît rien quand on court, mais à 10% de 2 km après toute la course, long, ouais. C'était le moment clé finalement. Et moi, je l'ai pas reconnu, Sophie. Et en fait, je me souviens, même malgré, j'étais dans le mal, hein, je me suis dit, mais je l'ai jamais entendu me hurler comme ça dessus. Et en même temps, je hurlais pas. Mais c'était, je disais, écoute, tu ne m'as pas fait suer pendant tant de temps de prépa pour passer à côté de ton t-shirt noir. Là, il te reste combien de places d'avance ou t'es à combien de retard? À ce moment-là, quand Sophie elle intervient, je dois être 158e. Donc là, il faut vraiment te remettre à courir. Je suis à 2 km de parce que nous, on voyait les mecs derrière enfin les mecs, il y avait des nanas aussi d'ailleurs, hein, qui se remettaient à courir. Tout le monde est dans le même truc en fait. Ils essaient de pousser pour que les autres te dépassent. Ouais. Et en fait, toi, il faut que tu gardes. Et en fait, je suis à un moment clé où potentiellement les 3-4 qui sont derrière moi peuvent aller chercher la place et ils vont plus vite que moi en fait. Et là, c'est extrêmement, c'est un moment clé et extrêmement difficile. Et j'ai maintenu cette 158e place pendant 1 kilomètre. Ça devenait de plus en plus difficile. Et puis j'ai eu un moment pas d'orgueil, parce que de l'orgueil on n'en a plus à ce moment-là, mais justement un moment de lucidité pour me dire tu peux pas lâcher maintenant. Honnêtement, j'avais très très mal musculairement au niveau des articulations. Je souffrais beaucoup et je me suis remis à courir en fait. Les 600-700 derniers mètres, je les ai fait en courant. Et alors du coup, t-shirt noir? Et du coup, j'arrive à 154e, je crois, à ce moment-là, ce qui me donne la possibilité d'aller en haut du Mont Gostat Open et d'aller chercher ce black t-shirt. Enfin, petite anecdote quand même, c'est-à-dire que Pierrick se reprend, donc je suis très contente pour lui. Il repart, donc la voiture de ravito repart et je me retrouve toute seule à monter cette colline alors que tout le monde après se retrouve au cut-off quoi. Et que personne ne pense à moi esselée dans la colline. Ah chérie. Alors que la star du jour c'était quand même Sophie, oui, donc voilà. Les mots du coach.
Et donc, à ce moment-là, on a la directrice de la course qui accueille chaque participant, ceux qui ont le droit, finalement. C'est terrible de dire ça parce que tout le monde mériterait d'y aller, mais c'est les règles de cette épreuve. Et elle accueille en disant « Félicitations, vous avez le droit d'aller en haut du Mont Gostat Open ». Et là, on se dit « Chouette, finalement, j'ai fini, sauf qu'il reste 7 km et pas des moindres ». Mais là, du coup, il te reste 7 km, mais tu as le temps que tu veux finalement pour le finir. Disons que tu veux faire la meilleure performance possible, mais tu n'as plus ce stress d'être dans ces 160 premiers et c'est fait finalement. Ouais, alors en plus, je te dis une bêtise. Il reste 10 km, pardon. Il reste 10 km, pas 7, 10. Et ouais, donc, pardon, tu me disais ? Là, il te reste le temps de terminer, t'as plus la pression du classement, non, tu sais que il n'y a plus la pression, donc on refait une petite pause avec l'équipe, je me rechange un peu, je mets des vêtements secs, je mets un peu plus chaud pour aller dans la montagne. On a 5 km en fait de jolies routes plutôt plates, où là on profite, franchement je dis les quelques participants qui sont là. Là, il n'y a qu'une seule personne de l'équipe qui a le droit de venir, et elle prend une navette, et elle nous attend 5 km plus loin, pour le départ vraiment dans la montagne. Donc j'ai 5 km qui sont assez en dehors du temps aussi, parce que je suis tout seul à ce moment-là, on est peu nombreux, et je me rends compte en fait que je suis le dernier des 160. J'ai pris mon temps et j'arrive et je suis le dernier. Je me suis refait dépasser par les quelques-uns qui étaient derrière moi finalement, mais ça n'a plus d'importance. Et j'arrive en bas de la montagne, où là on vérifie, je retrouve Sophie bien évidemment qui m'attendait, qui avait pris la navette, et l'organisation vérifie nos sacs à dos, si on a bien le matériel de sécurité suffisant, et on part pour les 5 derniers kilomètres dans la montagne, avec là on voit l'arrivée, et ça... qui semble proche alors qu'en fait on a mis combien de temps, je sais plus, mais je pense qu'on a mis pas loin de 2 heures pour faire 5 kilomètres. C'est les 5 plus longs kilomètres de la course finalement. C'est terrible, c'est absolument terrible, et en même temps toute la fatigue et les douleurs s'effacent. On prend notre temps, on savoure. On prend notre temps, non. On a un bon rythme. C'est pas de la balade. C'est pas de la rando. Mais par contre, le paysage est sublime. C'est ça, le paysage, il est sublime. Il y a beaucoup de Norvégiens, de personnes qui sont là et qui nous encouragent. Dès qu'ils voient le dossard, ils font sonner les cloches, ils applaudissent et tout, c'est assez incroyable. Moi, j'allais te poser la question justement sur l'ambiance au fil du parcours, notamment sur cette partie finale. Même finalement entre les participants, je suppose que maintenant que les 160 élus sont ensemble, il y a peut-être un petit peu plus d'énergie positive qui doit se dégager dans les échanges avec les gens, ou finalement tu les croises pas trop et tu fais ton chemin toi de ton côté. Non, tout du long, en fait, il y a une vraie solidarité, que ce soit avec les autres concurrents ou avec toutes les équipes qui sont là, qui supportent les autres concurrents, et avec les Norvégiens, pour qui le Norseman, c'est quelque chose dans la région, c'est un vrai rendez-vous. Et ils sont extraordinaires tout du long de la course. Moi, j'ai rarement vu ça. Et finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais c'est incroyable. C'est une ambiance très spéciale. Et on a l'impression d'être un vrai guerrier quand on est à ce niveau-là de l'épreuve. Ouais. Et justement, quand tu arrives sur la ligne, comment tu te sens ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans la tienne aussi, Sophie ? Ouais, déjà, c'est assez... c'est émouvant. C'est très, très spécial parce qu'il faut réaliser que c'est fini. Voilà, il faut... Que tout le monde nous attend. C'est-à-dire que l'équipe du Norseman qui était en haut nous attendait. Nous attendait pour fermer boutique. Bagages, voilà. Donc... Mais on a franchi cette ligne main dans la main, ouais. Et on a été chaudement applaudis, donc ça faisait vraiment du bien. On essaye de profiter du moment aussi, de réaliser. Et là, ils arrivent et ils nous amènent le petit plaid, la soupe locale. On se réchauffe un peu, on prend quelques photos. Ça passe très vite. C'est difficile à expliquer ce moment-là. Après tant d'heures parce que j'ai mis, on a 16 heures pour finir cette épreuve. Ah, tu as mis mon amour. Ouais. Et donc il est 21h en haut de cette montagne où on voit 1/6 de la Norvège, de là-haut. C'est assez incroyable. Le ciel est dégagé, il fait frais. Il fait nuit presque. Ouais, 21h. Ouais, donc il fait nuit. Il commence à faire nuit. Et voilà, il faut penser au retour, faut penser à redescendre de la montagne. D'ailleurs, la descente a été... Ça a été long, ouais. C'était compliqué, ouais. Là, t'arrives encore à marcher ou pas trop, fait Sophie de ta tête?
Moi, ça va, mais Pierrick, t'étais fatigué, ce qui est normal. J'étais fatigué. Ouais. Puis il fallait attendre, on a beaucoup attendu en fait, et on attendait debout, donc eux... Parce qu'on descend en funiculaire en fait, hein, on redescend en funiculaire. Ouais. Voilà. Et si vous devez chacun de votre côté garder un moment, un souvenir, une image, en dehors du mouton bien sûr, de cette épreuve, qu'est-ce que vous voudriez encadrer ? Moi, le souvenir, c'est quelque chose que j'avais pas forcément anticipé comme ça, parce que le triathlon, en tout cas en compétition, c'est un effort qui est assez solitaire. Et ce que j'avais pas anticipé, c'était à quel point ça allait être une épreuve d'équipe, à quel point seul je n'aurais jamais réussi à faire ça. Et en ça, cette course, elle est unique là-dessus. Au-delà du fait que ce soit le Norseman, c'était absolument incroyable et j'encourage tous ceux qui ont l'opportunité de faire des courses avec leurs proches, c'est fantastique. Et puis il y a eu ce petit moment pour moi un peu, bien évidemment l'arrivée en moment positif qui était incroyable. Et Zombies, dont on a parlé tout à l'heure, je ne suis pas prêt de l'oublier, cette montée-là. Et du coup, si tu as éventuellement la chance demain de le refaire, est-ce que tu le referais ? Doucement. Donc voilà, Sophie a répondu. Je pense pas, mais pour la simple et bonne raison que j'aime bien varier les épreuves. Je suis pas ni professionnel ni aussi acharné que ça, dans le sens où j'ai d'autres priorités et je l'ai fait une fois dans ma vie, je suis ravi, c'est un truc absolument incroyable à faire, à vivre. Ça nous a apporté des souvenirs pour encore de nombreuses années et j'ai bien envie de juste de faire d'autres choses et de pas passer encore un an de ma vie à préparer ce type d'épreuve. Voilà, donc place à la diversité. Et toi, Sophie, un moment, une photo ? Le ferry, c'était quelque chose, le départ du ferry, mais je pense quand même que le plus marquant pour moi, c'est Zombie Hill, parce que c'est là qu'on se rend compte que c'est pas que la course de Pierrick, c'est-à-dire que nous trois dans la voiture, alors certes on fournissait pas l'effort physique, mais c'était il y avait une vraie pression, il y avait vraiment quelque chose on voulait pouvoir l'aider au maximum et pouvoir lui apporter tout ce dont il avait besoin, et que ce soit psychologiquement comme physiquement. On mettait l'enceinte à fond, les musiques sur lesquelles il aime bien s'entraîner d'habitude. Mathieu roulait vraiment au pas pour qu'on soit tout près de toi. C'était en fait, à ce moment-là, on se rend vraiment compte que le Norseman, c'est pas que le triathlète. On forme une équipe et c'était beau c'était dur psychologiquement de le voir souffrir, mais c'était beau de voir qu'on faisait ça tous ensemble, quoi. Et justement, le titre qui le motive, c'était quoi cette musique ? Freaky. Eyes of the Tiger. Freaky là. Je sais plus comment ça s'appelle. Trompette. Attendez. On le mettra en lien pour ceux qui veulent écouter la chanson. Et du coup, ta prochaine course, prochaine challenge Alors déjà, après une course comme celle-ci, il faut un peu de temps, en tout cas pour ma part, il m'a fallu un peu de temps pour me remotiver et repartir sur des grosses sessions et des épreuves. Donc j'ai fait une année blanche après le Norseman. Je commence tranquillement à reprendre la compétition, parce que les entraînements, ça fait un petit moment que j'ai repris maintenant. Et j'aimerais bien, là, pour 2020, repartir sur des épreuves un peu plus plaisir, que j'ai envie de faire, que je regarde depuis un petit moment. En triathlon, il y a l'Alpe d'Huez que j'ai envie de faire depuis déjà des années, sur un format un peu plus abordable quand même. Je ferai peut-être à domicile le Tri de Paris parce que c'est simple, on fait ça avec les copains, c'est une bonne ambiance, il n'y a pas de pression, donc ça aussi j'aime beaucoup. Et puis on est censé aller à la Réunion dans pas très très longtemps pour retrouver des amis, et comme par hasard la période que Pierrick choisit tombe pile au moment de la Diagonale des Fous, donc, ça c'est le hasard. Ah bon, c'est marrant, hein. Ah, je savais pas. Le calendrier, ouais. Ça tombe bien. Ouais, donc il y a aussi, j'ai envie de me remettre au trail, plutôt sur de la longue distance, pas forcément tout de suite, mais ça va revenir. Et je me suis essayé au swimrun et j'aime beaucoup. En plus, il y a pas la logistique du vélo, ce qui est pas négligeable quand on dans ce type d'épreuve, parce que c'est aussi il y a aussi le matériel, faut y penser. Et le swimrun, c'est facile, hein, donc la petite combi, les chaussures, et puis on se fait une épreuve nature
selon les endroits, mais en général, on est dans des très beaux endroits. Du coup, justement, tu as retrouvé le titre qui te motive un petit peu dans ton Ouais, entraînement. j'écoutais pas mal, surtout dans les entraînements en salle quand on était avec Sophie. Donc Et c'est quoi, du coup c'est Freaks de Timmy Trumpet. Parfait. On vous mettra le lien. Ça met bien la pêche, ça. On vous mettra le lien sur le site à la fin du podcast. Des petites questions pour toi, très rapides. C'est quoi ta bière préférée pour récupérer après l'entraînement? Je vais faire honneur à mes origines. J'adore la Telendu. C'est une bière à base de blé noir. Voilà, ça a le goût de sarrasin, ça a le goût de galette. Je vous conseille. Pour la Bretagne, quoi. Ouais, voilà, petit clin d'œil. Ton matos aujourd'hui que tu utilises pour tes épreuves, tes entraînements? J'ai un vélo. Je l'ai choisi léger. C'est un Time qui a quelques années maintenant, mais qui fait bien le taf. Et ça me suffit amplement, que ce soit pour les entraînements ou la compétition. T'as un home trainer? Non, pas de home trainer. C'est moche, on veut pas ça à la maison. Voilà, j'ai pas de home trainer. Et en chaussures, du coup, pour le running? En chaussures, je suis passé récemment chez Oka parce que je privilégie l'amorti. C'est des chaussures qui sont super confortables, très très présentes chez les triathlètes. Et j'ai absolument pas de sponsor, mais je vous les conseille, c'est des très bonnes chaussures. Une petite montre, j'imagine, pour suivre tes perfs? Ouais, bien sûr. Alors ça, les triathlètes, ils aiment bien. Et je suis avec Garmin, la 735, depuis déjà pas mal de temps. Ça fonctionne bien. Je conseille juste de passer sur un autre modèle si vous voulez finir un Ironman, parce qu'en termes d'autonomie, on est un petit peu short. Mais quand j'essaierai de me qualifier pour Hawaï, oui, voilà, ça devrait suffire. Ouais, c'est plus une question de chrono que d'autonomie. Ouais, merci pour cette remarque. Et sur la combi, tu nages en slip ou dans le Nord, s'il faut avoir de quoi s'équiper? Alors pour le Norse, la combinaison est obligatoire. Cagoule? Et les gants sont interdits. Voilà. La cagoule est conseillée quand même, c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu mal au crâne sinon. Et moi j'avais mis des chaussons. Parfait. Merci beaucoup Sophie Piering pour cette interview croisée. Merci beaucoup. Et c'est bien d'avoir les deux côtés de la compétition. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, voir un petit peu les courses que vous faites, les entraînements à la salle ou autre? Ouais, alors moi je suis un petit peu pris en ce moment, je communique pas beaucoup, mais vous pouvez me suivre sur Iron Fella sur Instagram. Et je suis sur Strava, donc vous pouvez me trouver avec mon nom Pierrick Bourret sur Strava, où là vous verrez tous mes entraînements. Et Sophie, pareil. Moi, @Sophie Villemont, VILMONT sur Instagram. Donc on peut retrouver toutes vos informations. C'est ça. Merci beaucoup, c'était parfait de pouvoir suivre un peu cette course avec vous. Merci Olivier. Merci à tous. Merci. Au revoir. 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? J'espère que cette deuxième partie de l'interview de Sophie et Pierrick vous aura plu. Maintenant, focus un petit peu sur nos participants à l'Ironman de Nice en juin prochain, Thibaut et Geoffroy. Ah ouais? Putain, merde, Et on oui, pas vous prévenu participez quoi. à cette épreuve. Fais chier. Effectivement, Faut qu'on fasse un Ironman, c'est ça? Bah, vous êtes obligés. Dans combien de temps? maintenant. C'est pour Parce ça qu'on que fait le moi je suis podcast. pas prêt là. Vous avez encore quoi, 4 mois et demi? Ah ça va. 4 mois et demi, 4 devant mois et vous pour demi, vous là. préparer. Ouais, exactement. Effectivement, quand on a commencé à discuter de la réalisation de ce podcast, au-delà des interviews et de notre capacité, entre guillemets, à rencontrer des gens et vous faire partager leur expérience, notamment sur le Norseman, comme on l'a entendu juste avant. Là on a trouvé personne pour la deuxième partie, du coup on s'est dit pourquoi pas parler de Il nous. nous faut des gens. Ça. Entre-temps, vous êtes inscrit à l'Ironman de Nice. Sur l'épisode précédent, on a pu découvrir votre expérience à tous les trois sur le half de Zurich. C'est ça. Là, l'idée, finalement, pour les auditeurs, je pense qu'il peut être intéressant, c'est de partager pourquoi vous êtes inscrit et quel va être votre plan d'entraînement. Alors, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui de chacune des étapes et de chaque semaine, comment est-ce que vous aurez conçu votre plan d'entraînement, mais comment vous l'avez décomposé. Et ensuite, on fera des focus éventuellement sur chacune des parties. Yes. Bah c'était un peu la découverte hein, pour le coup pour la préparation de l'Ironman. Parce que c'est vrai que on commençait presque à être habitué des Alpes parce qu'on avait enchaîné 2 années de suite des triathlons L avec Zurich, Deauville et Zurich. Et il vous en fallait plus?
Et on veut toujours plus, c'est un peu le problème. Quoi. Mais je pense qu'on va s'arrêter là quand même, faut pas déconner. Ouais, on a une forme d'addiction. Ouais, il y a une petite forme d'addiction. On dit ça à chaque fois. Et pousser les limites. Mais bon. Ouais, bon. Je pense que là ça va suffire parce que c'est quand même un peu dur d'organiser justement ces entraînements avec le boulot et les contraintes perso, bien sûr. Après, il y a des chances qu'une fois que tu les finis, t'as envie d'en faire tu un autre. veuilles battre ton chrono. Ouais, peut-être. C'est le risque. Mais bon, Ouais, c'est les risques. faut pas le dire à ma copine ça du coup parce qu'elle risque Elle d'être vénère. écoutera pas. Elle écoutera pas. Non. Ça passe. C'est pas public. Hein, mais ça... mais non, mais c'est vrai que sur un triathlon longue distance, ça demande un certain entraînement. Enfin, c'est pas un M où si t'es un peu sportif, tu vas t'entraîner un peu, tu vas le finir et tout. Un L déjà, ça commence à être un peu plus sérieux. Faut un peu plus d'entraînement. Et là, un XL, donc un Iron, c'est vrai que pour nous, à peu près 12 heures d'effort du coup. Ouais, pour notre niveau, au moins, à tous les deux, on pense pas faire moins de 12 heures. Ouais, et puis il n'y a même pas d'objectif de chrono. Au Mais final. oui, l'objectif c'est de le finir. De finir, C'est, une idée. Ouais. Ça, c'est la Ce sera première. à peu près 12-13 heures en effet, je pense. Voilà. Et là, c'est vrai que quand tu décides de te lancer là-dedans, en fait, c'est un peu l'inconnu, quoi. Tu dis, en fait, t'as pas forcément conscience de ce qui t'attend. Ouais. Ouais, c'est ça aussi qui est excitant, tu vois. Ouais, c'est clair. Et de toujours mettre la barre un peu au-dessus. Et donc, du coup, tu sais pas du tout, quoi. Et Geoffroy s'est un peu intéressé à des plans d'entraînement à partir de octobre. Ouais, on a commencé assez tôt finalement, enfin en tout cas à s'intéresser. Après, le truc, c'est qu'il y a toujours plusieurs options. Soit tu fais appel à un coach, il y a plein d'offres de coach. Tu payes, il y a des trucs où tu payes 300 ou 400 euros par mois pour des coachs ou autres. Bon, bref, on n'a pas fait cette option-là. Sinon, tu peux aussi t'inscrire dans des clubs. Ouais, aussi des clubs. On a hésité, Aussi, mais c'est vrai que. Ce qui est bien quand on suit son propre plan d'entraînement, et en plus avec Thibaut on habite pas très loin, donc on peut quand même adapter facilement l'agenda, alors c'est que ça. les clubs ça te Ouais, là contraint on quand a même un à agenda flexibilité, partagé. quoi. Ouais, exactement. plus de Exactement. flexibilité. Ouais, parce que là on a un agenda partagé en fonction. Ouais. Parce qu'on bosse, évidemment. On a eu l'occasion de le dire dans les épisodes précédents. Donc on est que deux. On s'adapte rapidement. Bah vas-y, on va courir ce matin. On va faire du home trainer plutôt à ce moment-là, etc. Enfin, Exactement. Parce que c'est vrai que sur une journée de travail qui sont bien chargées, on partagera pas le nombre d'heures que vous faites chacun dans vos semaines de travail, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a quelque chose qui a intégré. Je bosse beaucoup. Quelque chose qui a intégré, je pense surtout sur la fin de prépa. Je sais pas, le pic dans votre programme, ce sera combien d'heures par semaine ? Ce qui est prévu, c'est 18 heures, un pic à 18 heures par semaine. Bon, on va voir si on le fait ou pas. En vrai, dans tous les cas, il n'y a pas d'objectif de temps. Je pense qu'il y a un objectif de régularité en termes d'entraînement. Il y a un moment où, surtout à partir de février, donc là, on est plutôt mi-janvier. À partir de février, il va falloir vraiment être hyper rigoureux sur les sorties. Donc ça fait à peu près 4 mois avant l'épreuve. 4 mois très rigoureux, sachant que on a quand même bossé depuis octobre aussi sur le foncier en hiver. Ouais, on n'a pas rien fait, quoi. Là, oui, je pense que c'est aussi un point important. Vous partez pas non plus de zéro. C'est-à-dire que pour les gens qui potentiellement, parce qu'on reviendra assez régulièrement sur le détail de votre entraînement ou des choses que vous avez pu faire, des stages, etc. pour appréhender un petit peu plus de technique. Si des gens cherchent à dupliquer ce que vous avez fait, vous partez pas de zéro. Non. C'est un peu le prolongement de l'Alf limite de l'année dernière. Vous n'avez pas vraiment coupé un petit peu cet été, mais vous avez quand même. Cet été, c'est les vacances. Un peu cet été, un peu cet hiver aussi. Terrasses, on boit pendant des Noël, coups, quoi. Voilà, du coup, depuis Zurich, vous avez eu 3 semaines à tout casser où vous n'avez pas fait de sport. Ouais. Tu maintiens le truc, donc tu pars pas de zéro. Quoi. Et pendant votre préparation, je sais pas, on va dire décembre, donc 6-7 mois avant l'épreuve, du coup, justement, sur cette période où vous n'avez pas vraiment coupé, c'était quoi ? C'était entre 5 et 7 heures d'entraînement sur du vélo, du running, des choses assez... À peu près, c'est ça. À peu près, et puis un peu de musculation aussi et de renforcement musculaire. Ce qui est déjà pas rien. Quand on... Tu vois, je me reprojette moi personnellement. Il y a 4-5 ans, quand je commençais à courir mon petit 10 km de Paris-Centre, j'étais très content de faire mon petit chrono en moins d'une heure. C'était super cool. C'était beaucoup moins d'entraînement que ce qui, pour vous, n'est pas la prépa. Donc juste pour remettre un petit peu aux yeux de Monsieur Tout-le-monde, c'est quand même... tu viens de me faire peur maintenant. C'est déjà impactant, c'est quelque chose que je viens de repenser. 4-5 heures, c'est la prépa d'un M en fait. Ouais, c'est ça. 7-8... Plutôt sur un L. C'est plutôt sur... voire 9, c'est plutôt sur un L par semaine dans des pics. Et Bon, après ça dépend toujours aussi, hein, si tu veux faire un chrono, si tu veux juste ça finir, dépend ce que tu recherches, de quelle base aussi tu démarres. Parce que... Voilà, aujourd'hui, nous on était surpris sur la préparation du Half de Zurich.
On a vraiment préparé l'Alf dont on parlait dans l'épisode précédent en 2 mois. 3 mois, un truc comme ça. C'est vrai qu'on avait déjà une base intéressante et on est arrivé vite. Heureusement, parce que sinon on aurait été vraiment dans le dur parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé, tout ça. Exactement. Ça dépend de la base sur laquelle tu pars. Mais là, c'est vrai que d'octobre à maintenant, on n'a pas vraiment arrêté. Et pour garder un foncier et s'abonner à la salle sur une période courte, pas besoin de continuer pour faire du renfort, comme disait Geoffroy, et de la muscu, parce que il va falloir supporter la charge d'entraînement derrière et éviter les blessures. C'est ça. Et très concrètement, juste pour revenir sur ta première question, du coup, comment s'organiser J'ai complètement oublié cette question. Presque oublié. Au final, il y a quand même pas mal de docs qui circulent sur Internet, d'ailleurs qu'on mettra en lien sur le podcast pour ceux que ça intéresse. Il y avait 2 docs intéressants, principalement un document, un PowerPoint qui a été fait par un kiné, qui expliquait un peu finalement les périodes de charge et que ça marche pour toutes les préparations, où il disait que finalement il fallait monter en charge sur 3 semaines et puis avoir une 4e semaine un peu de repos, donc ça veut pas dire que tu arrêtes complètement, mais en tout cas que tu diminues la charge de sport assez fortement. Donc on est parti là-dessus pour les 4 prochains mois qui nous restent encore. C'est un petit peu, je te coupe rapidement, c'est vrai qu'on a fait le marathon l'année dernière et finalement pour les gens qui font que du running aujourd'hui et qui se diraient bah tiens, triathlon ça m'intéresse, comment est-ce que ça se structure l'entraînement, c'est un petit peu pareil finalement. C'est vrai que sur la prépa marathon, il y a le pic qui est quasiment 3 semaines, on va dire, en termes d'horaire, d'amplitude horaire d'entraînement, c'est quasiment 3 semaines avant l'épreuve. Après, tu baisses un petit peu, tu récupères, tu recharges un peu les batteries pour être prêt le jour J, quoi. Donc, ce que tu dis, c'est un petit peu la même chose. Ouais, exactement. Mais sauf que ça, les 3 semaines, une semaine, tu les fais pendant les 6 mois de préparation. Et l'objectif, c'est que tu montes en charge à chaque fois, en termes c'est une sorte de palier que tu montes à chaque fois, tous les mois. Et ça permet, logiquement, en tout cas, j'espère, d'éviter les blessures. Donc, partons de ce principe-là, on a commencé à constituer un planning d'entraînement. Et après la grosse difficulté dans tout ça, c'est en effet de pouvoir intégrer le boulot, essayer de se garder quand même du temps libre, et donc c'est pour ça qu'on a une forme de vie sociale aussi, un minimum. parce que ça fait du bien aussi. Enfin, on n'est pas encore rentré dans le dur, mais je pense que ça va faire aussi du bien, ça va être bénéfique aussi mentalement de se vider la tête, de se vider la tête un peu. Donc tout ça c'est compliqué. Et vas-y, t'avais une question, pardon, vas-y. Oui, non, en fait, ma question c'était plus sur au-delà du plan d'entraînement, etc., qui est effectivement, comme tu disais Geoffroy, on peut retrouver un peu partout sur Internet en fonction du nombre d'heures ou du nombre de fois qu'on veut avoir des récurrences d'entraînement dans sa semaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est votre volonté, de ce que j'ai compris en tout cas, d'optimiser aussi le côté technique. Exactement. Et d'avoir prévu des semaines ou des ateliers finalement purement consacrés sur cette partie technique. Yes. C'est là où je voulais en venir, c'est... À croire qu'on l'a préparé. Effectivement, en fait, quand tu prépares un M ou un L, même pour un L, je veux dire, si tu réfléchis pas beaucoup à ta technique, si tu t'entraînes, si tu fais des gros volumes d'entraînement, tu vas le finir, quoi. Tu vas le finir, tu vas être en confort, ça va être cool, quoi. Ça passe. Ça passe. Ouais, c'est ça, là, quand on s'est retrouvé face à cette montagne de dire on va faire un Ironman, tu te poses des questions effectivement par rapport à plein de choses, notamment la blessure. Et c'est vrai que Geoffroy était un peu initiateur aussi de travailler la technique sur notamment la nage, avec un livre qu'on a acheté. On aura l'occasion d'inviter l'auteur, j'espère. C'est quoi le titre, si tu te souviens? Le piège. Nager un crawl efficace. Nager un crawl efficace. Mathieu, si tu nous écoutes. On espère l'inviter dans un prochain podcast. Yes. Justement pour améliorer la technique de nage et économiser son énergie au maximum, être efficace dans l'eau. Et un livre sur le light fit running. Donc une foulée, courir léger. Courir léger. Pour nos auditeurs québécois qui tiennent à tout traduire. Exactement. Et c'est vrai que, juste pour revenir sur ce que disait Thibaut, moi j'ai eu la mauvaise expérience d'être blessé l'année dernière avant le triathlon de Zurich, parce que je devais faire le marathon avec vous les copains, et malheureusement j'ai pas pu le faire parce que j'ai été blessé. Et ça part aussi de là. Je pense que je me suis dit que voilà, j'avais pas envie de rater 2 fois une préparation, et en travaillant sa technique, logiquement on évite aussi un peu plus les blessures. Technique, nutrition aussi. Technique et nutrition aussi, exactement. Beaucoup d'efforts sur la nutrition, on en parlera dans un autre podcast, mais je pense que c'est un sujet incontournable pour même quand on commence à préparer des triathlons un peu et dans les grandes lignes, même si on en parle ultérieurement, c'est quoi
c'est focus nutrition, c'est une alimentation vraiment différente ou c'est un rythme, on va dire, d'alimentation avec des aliments spécifiques? C'est plutôt une alimentation, on va dire, qui est pas du tout industrielle. Enfin, voilà, tu vas pas au McDo tous les soirs. Ouais, exactement. Tu vas pas au McDo, ça c'est clair. Manger beaucoup de légumes, peu de sucre. Ouais, moins d'alcool peut-être. De temps en temps, mais moins d'alcool aussi. En fait, l'idée c'est d'éviter tous les aliments acides pour le corps qui vont te permettre de pas justement enlever toute l'acidité qui est créée par le sport quand tu cours ou quand tu fais du vélo. Donc apporter beaucoup d'aliments basifiants et les aliments basifiants, c'est tout simplement les légumes, les fruits, etc. Donc je vais pas m'apesantir là-dessus, mais grosso modo c'est éviter tout ce qui est industriel, tout ce qui est sucre le plus possible. Du coup, vous êtes un peu passé d'une version je m'entraîne à faire du volume et j'ai pas forcément de plan très détaillé à quelque chose d'un peu plus pro entre guillemets, avec pour objectif vraiment de semi-pro quoi. On est semi-pro, à tâtonner quoi. Tu vois. T'es plus sur je vais m'entraîner tous les jours et ça passe. Je vais regarder un petit peu faire du plus qualitatif, que ce soit sur l'alimentation, la récup, le technique. Ouais. Un peu plus et quelque chose qui va m'éviter les blessures. Sur la foulée, on en parlait. Avoir une foulée qui va moins être traumatisante pour mon corps parce que je vais avoir un gros volume d'entraînement. Pareil pour la nage, nager plus efficacement. Et puis c'est clairement la course qui est le plus traumatisant pour le corps. Hein, exactement. Regardez peut-être sur le vélo aussi, parce que j'imagine que si tu t'en sors bien, 6 heures sur 180 bornes, c'est déjà très honorable, mais... plutôt 7, ouais. Voilà. sur une durée comme ça, tu peux aussi avoir des douleurs peut-être au dos, peut-être que la posture... C'est ça, on envisage une posturale sur le vélo, parce que on aura l'occasion d'en parler quand on l'aura faite. Mais du coup, justement, sur cette partie plus technique, position, etc., vous avez un stage natation, un stage running, un stage pour le vélo ou... Alors, oui, c'est une bonne question. On a déjà fait un stage de natation à l'INSEP à Paris avec l'auteur du livre dont on parlait, Mathieu. On en fera sûrement un autre pour essayer de mieux comprendre nos défauts, être filmé aussi sous l'eau. Franchement, ça donne plein d'enseignements. C'est super de se voir il te critique et il te donne tes défauts. On va partir en mars avec Olivier Marceau à Saint-Raphaël. Donc, premier français qui a été champion du monde d'Ironman. Il faut triathlon, pardon. Triathlon XL, je crois. Donc c'est l'équivalent. On aura l'occasion de le connaître prochainement et peut-être et on l'interviewera sur place. De l'interviewer sur place et vous faire aussi un report un peu de ce stage, de ce que ça nous a apporté. Donc là, ça va être assez complet. On va faire les 3 disciplines avec lui et on va faire un gros volume d'entraînement, mais il va surtout nous donner des conseils visiblement sur le plan d'entraînement, les marches à suivre. C'est l'avantage de faire un stage d'une semaine avec quelqu'un comme ça, c'est qu'il t'analyse aussi entre guillemets tes défauts, tes points d'amélioration. Et va adapter aussi ton plan d'entraînement sur les mois qui nous restent. Donc du coup, il nous restera un peu plus de 2 mois et demi pour qu'on puisse corriger tout ça et en tout cas arriver hyper serein à Nice. Voilà. Et pour finir de répondre à ta question, sur le running, on n'a pas forcément de stage. On a juste ce bouquin dont on aura l'occasion de parler, peut-être d'inviter l'auteur, j'espère, dans ce podcast, sur la foulée Light Fit Running. Et puis se filmer aussi, je pense que c'est important. On le refera, on l'avait fait... il y a un peu moins d'1 an et je pense que ça vaut le coup de se filmer de temps en temps aussi pour analyser un peu au ralenti. Je conseille à tout le monde de se filmer sa foulée. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vraiment. Avec Thibaut, il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a filmé sur ma foulée et c'est vrai que c'était... en fait, c'est vite riche d'enseignements. On se rend vite compte de défauts qu'on n'imagine pas forcément produire, mais au final, on se rend vite compte des choses. C'est super intéressant, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Faut juste être 2, avoir quelqu'un qui filme à côté. Et c'est vrai que c'est super instructif. Donc je vous invite tous à le faire. Pas besoin de faire une semaine à l'autre bout de la France. Mais surtout, exactement. Mais surtout, ce qui est intéressant sur la foulée, c'est que tout le monde court de manière spontanée. Et on court tous d'une manière différente. Et en fait, quand on s'intéresse vraiment à la technique de course, notamment à travers ce livre qui m'a enseigné beaucoup de choses, merci Geoffroy, on se rend compte que là aussi sur la course il y a la technique et c'est hyper intéressant.
Est-ce que, dernière question pour finir cet épisode, est-ce que d'ici à l'épreuve du mois de juin, vous participez à d'autres épreuves pour vous préparer ? Oui, tout à fait. Yes, on fait plusieurs épreuves. La majeure, et qu'on fait d'ailleurs avec Mélène, et on est bien content, c'est le triathlon L de Cannes. Pardon ? Je me suis fait U. Non, c'est bien. Je suis bien content que tu te sois fait U. Et du coup, l'épreuve majeure entre guillemets de préparation, c'est du coup mi-avril. C'est le triathlon L de Cannes, qui est solide en vélo. Et c'est ce qu'on voulait parce que dénivelé, 108 bornes, 2 km de natation et 16 de course à pied, mais il y a c'est un format un peu bizarre. Il y a un vrai dénivelé, donc ça va vous permettre de bien bosser. Il y a 1700 de dénivelé. 1700 pour 107 bornes, et à titre de comparaison, sur l'Ironman de Nice, il y a 180 km, mais avec un dénivelé de seulement entre guillemets 2095. Donc au prorata, Cannes est plus raide. Ouais, ça va grimper. Donc en fait c'est pas mal parce que on va être aussi dans la même zone géographique que Nice. Donc c'est une bonne préparation. Visiblement, c'est une bonne préparation. Il faudra s'habituer à l'accent des locaux. Il ne faudra pas oublier. Thibaut est habitué déjà. Ouais, moi, je suis originaire de Montpellier, donc il n'y a pas de souci, on va se comprendre. C'est quoi, c'est un mois avant l'Ironman ? C'est mi-avril. 2 mois. C'est le 26 avril, c'est un peu fin avril. 2 mois. C'est le 26 avril et l'Ironman 2 est mois 14 juin. avant. Ouais. Donc c'est pas mal, et surtout que sur l'Iron, a priori c'est bien de faire un entraînement solide en vélo, parce que il faut avoir du coffre sur le vélo, parce que quand tu poses ton vélo, t'as un marathon à courir. Il faut avoir les jambes. Si t'as les jambes en vrac au moment où tu descends du vélo, ça commence déjà très, un très marathon mal. tout seul. Un marathon sec, c'est déjà c'est pas mal. ouais. Je préfère pas le savoir, personnellement je l'ai pas fait. Je vais le découvrir sur place. Ouais. C'est vrai que tu vas inaugurer le marathon sur un Iron. C'est pas mal. Ma plus longue distance à pied, ça doit être 25 km ou 24 qu'on a fait ce week-end ensemble. Donc c'est un peu la découverte. C'est 2 fois plus quasiment. C'est ça, mais je préfère ça pas y penser. Ça va aller, ça va bien se passer. Voilà, merci à tous. Vous l'aurez compris, l'idée dans les prochains épisodes, c'est de rentrer un petit peu plus en détail sur cette préparation, sur les différents stages que nos collaborateurs sur ce podcast ont pu faire tous ensemble, et de vous partager un petit peu tout ça. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à nous les envoyer sur les différents réseaux sociaux. Tu voulais rajouter quelque chose Non, pas du tout. Écrivez-nous. Merci à tous une nouvelle fois. Merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @pptc_3 sur Instagram. Parfait. Et sur Strava, sur le compte du club ou sur nos comptes respectifs. Exactement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt les gars. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.